Et il a fallu aussi apprendre à parler avec Anaïs pour que elle comprenne, et en même temps apprendre Anaïs dans toutes ses compétences, puisqu'elle avait sa plage braille, son ordinateur, et elle nous a relu des tonnes de documents pour nous donner un regard différent. C'était l'objectif du stage. Du coup, c'est un peu loquace en termes de sens de dire qu'on a pris une personne déficiente visuelle pour nous donner un nouveau regard sur notre communication. Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé? Bah, on voudrait pas. Je vous signale que moi, j'ai pas de moteur, là. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va aborder de nombreux sujets. On va parler de la façon dont l'expérience de famille d'accueil pour des chiens guides peut transformer toute une carrière professionnelle. On va parler de podcasts sur les chiens guides, on va parler de surdité, de sa représentation à l'écran et enfin du rôle d'aidant au sein de la famille. Aujourd'hui, je suis avec Estelle Boulu. Bonjour Estelle. Bonjour. J'ai profité d'un déplacement à Lyon pour organiser cet enregistrement parce que ce week-end, j'étais juste à côté à Marcy-l'Étoile où Handi Chien organisait une remise de chiens d'assistance et de chiens d'éveil et je suis venue en particulier pour rencontrer Siméon à qui on a remis Hultan, un joli petit golden de 2 ans et il se trouve que Hultan, ça a été mon tout premier chien en tant que famille relais. Nous enregistrons cet épisode au cinéma Le Strapontin à Saint-Bel, à l'ouest de Lyon, et je remercie toute l'équipe du cinéma de nous avoir ouvert ses portes. Estelle, tu as travaillé à la Fédération nationale des éleveurs de chèvres. Tu as été chargée de mission au service des éleveurs caprins de toute la France et tes dossiers touchaient aux questions sanitaires, à la fabrication des fromages, mais aussi à l'installation en élevage de chèvres. En 2016, tu t'es engagée comme bénévole auprès d'associations de chiens guides, dans un premier temps à l'école des chiens guides de Paris, puis ensuite à Lyon, où tu as déménagé pour te rapprocher de ta famille. Cette expérience a radicalement changé ton parcours professionnel. Aujourd'hui, tu es la créatrice et l'hôte du podcast Futur Chien Guide et tu es maintenant community manager engagé, spécialisé dans la communication et les contenus pour des associations de chiens guides et d'assistance. Est-ce que j'ai tout dit, Estelle ? Oui, même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais pu rebondir, notamment Marcy-l'Étoile où j'ai rêvé de longues années de faire veto là-bas. Handi Chien que j'avais bien sûr identifié dès le début aussi qui était là-bas. Mais oui, on est dans mon bastion en tout cas d'origine et dans le cinéma dans lequel je venais le plus souvent en tout cas petite. Et ton podcast Futur Chien Guide a été une grande source d'inspiration pour le podcast Handicap et Cinéma. Donc pour moi, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse de faire cet épisode croisé parce que bien sûr que je me suis inspirée de ce podcast et que j'en ai écouté pratiquement tous les épisodes, je crois. La première inspiration, c'est la présentation en 3 mots qui vient du podcast Futur Chien Guide et que tu demandes à tes invités depuis 5 ans maintenant. Est-ce que tu accepterais, Estelle, à ton tour, de te prêter à l'exercice et de choisir 3 mots qui te définissent ? Alors, le premier, c'est passion. Passion pour les animaux, passion pour les chiens guides. Depuis la fin de mon collège, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi depuis très longtemps, même si ça a pris sens, comme tu le disais, à partir de 2016, vraiment dans ma vie.
Deuxième mot, c'est générosité et partage. Je les mets un peu en même temps. Ces deux mots, voilà, on va faire. Deuxième mot, générosité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Des fois, je m'oublie d'ailleurs au milieu de tout ça. C'est vraiment le fait d'être tourné vers les autres, quelque chose qui me caractérise et qui me fait faire des choses incroyables que j'aurais même pas envisagé de faire une fois que je regarde dans le rétroviseur, on va dire. Et le troisième mot, c'est le partage. Pour moi, ça a énormément de sens de partager des expériences, des moments, des parcours de vie. Et c'est ce que j'essaye de faire sur mon podcast depuis 5 ans, avec le 100e épisode qui arrive bientôt et qui sera moi-même, solo au micro. L'idée vraiment, c'est que ça apporte ses fruits tout le temps, le partage, et que chacun en retire quelque chose. Merci Estelle. Estelle, est-ce que tu peux nous parler du rapport que tu entretiens avec le handicap et de l'expérience que tu en as, toi ? Alors, c'est une question qui, depuis 1 an, est un peu différente. Parce que souvent, en fait, les gens me disaient « Ah, mais t'as forcément quelqu'un dans ton entourage qui t'a sensibilisé autant au handicap visuel, notamment, pour lequel je suis le plus engagée, on va dire. » Et en fait, il y a 1 an, il y a un membre de ma famille qui a été diagnostiqué avec des troubles autistiques. Et depuis, en fait, cette question, je pourrais répondre oui. Bon, en soi, c'est pas le fondement de mon attachement et de ce rapport au handicap. Moi, j'ai été rattachée par rapport au chien guide quand j'ai découvert le métier d'éducateur de chien guide comme plan B à mon métier de vétérinaire rêvé. Et ensuite, la découverte du monde... Alors moi, j'aime pas trop parler du handicap en tant que tel parce que c'est juste des gens qui ont des différences. Et en fait, il y en a plein sur cette planète qui ont plein de différences. Il y en a plein, on pourrait donner d'autres mots que le mot handicap parce qu'en fait, ça ne se voit pas forcément au quotidien. Et le fait d'arriver par le côté canin est extrêmement riche de sens parce qu'en fait, les gens ne se rendent même pas compte qu'on parle de handicap. Parce qu'on parle d'abord d'une expérience, d'un partage, d'un chien, tout simplement, qui est un animal assez anodin, c'est quand même le meilleur ami de l'homme, comme on peut le dire, etc. Mais qui, dans certaines situations, prend tout son sens dans l'accompagnement des personnes handicapées au sens large, du coup, chien guide ou chien d'assistance. Ce rapport au handicap, tu trouves qu'il a évolué avec ton expérience de famille d'accueil ? Alors en tant que telle, j'ai jamais été famille d'accueil comme toi à temps plein. J'ai toujours été famille d'accueil temporaire, donc famille relais. Oui, il a évolué, d'une part parce que je me suis investie au sein de l'école, que j'ai rencontré aussi beaucoup de bénéficiaires, même si c'était pas forcément leurs chiens que je gardais. J'ai quand même eu l'occasion de garder des chiens de bénéficiaires aussi, pour des situations plus ou moins réjouissantes, comme des mariages, des voyages à l'étranger où c'est plus simple de se séparer du chien temporairement. Puis des situations un peu plus d'hospitalisation ou des choses, des histoires de vie un peu différentes. Je pense que j'ai vraiment découvert le milieu des déficients visuels en discutant avec eux et sans a priori, sans jugement en fait. J'ai des amis qui ont changé de vision sur le handicap parce qu'on se côtoie et parce qu'ils côtoient les chiens et que du coup dans l'éducation des élèves chiens guides, des futurs chiens guides, on fait attention à ce que ça va devenir pour le bénéficiaire plus tard, quoi. Mais oui, j'ai énormément évolué. Je pense que je me suis plus adaptée par la connaissance du handicap. Bon, la dernière année là, que je viens de passer, d'un point de vue personnel, m'a fait énormément apprendre sur l'autisme et le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui m'a encore fait découvrir tout un pan en fait, de la population, parce que ça touche plein de gens et on ne sait pas forcément, c'est pas forcément diagnostiqué, etc. Donc j'ai encore beaucoup appris. Plus je progresse, plus en fait c'est un non-sujet pour moi aussi. C'est juste naviguer dans une société qui est plus diversifiée que la norme. Et je trouve ça hyper intéressant que tu dises que ça infuse auprès de tes amis. T'as un souvenir précis d'une remarque ? Oui. Déjà, toutes les questions que les amis peuvent poser quand on est ensemble avec un élève chien guide, parce qu'on peut aussi partir en week-end avec un élève chien guide, débarquer chez les uns et les autres avec un élève chien guide. Enfin, quand ils sont avec nous, ils sont là tout le temps. Et j'ai un souvenir assez marquant d'une très très bonne amie à moi qui m'a dit « Ça, je l'aurais jamais fait si je t'avais pas connue ». Une situation un peu banale d'une jeune femme à la Cannes qui traverse la rue perpendiculairement à la chaussée, et donc qui va prendre le passage piéton comme s'il était perpendiculaire au trottoir, alors qu'il ne l'était pas du tout, et que ça la menait droit face à des voitures qui étaient dans le carrefour, en fait. Et donc, Hélène, pour la citer, me dit « Mais j'ai osé déjà dire bonjour ».
Dire est-ce que je peux, avec les bonnes manières, hein, pas juste la prendre par les épaules et la remettre sur le droit chemin et ciao, mais juste dire est-ce que je peux vous aider. Le passage piéton n'est vraiment pas dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez me prendre le bras? Enfin voilà, c'est des petites pratiques comme ça. Et elle était très très fière. C'était pas de la fierté mal placée, mais elle était émue de pouvoir me raconter qu'en fait, elle me l'a clairement dit. Elle m'a dit mais je t'aurais pas connu, je t'aurais pas côtoyé. J'aurais jamais, ni même osé, ni même pensé interagir avec cette personne qui allait droit face aux voitures qui arrivaient à l'autre feu qui était en plus vert. Ouais, on a des invités qui en ont parlé dans d'autres épisodes. Je pense à Clarisse qui dit oser venir nous aborder, Oui. oser même mal faire, c'est pas grave. Il vaut mieux faire avec un peu de maladresse plutôt que pas faire du tout. Et je trouve ça très chouette de voir qu'effectivement les codes s'apprennent. Et moi j'ai le souvenir d'avoir emmené dans les écoles une abonnée du théâtre dans lequel je travaillais et elle était bénéficiaire d'un chien guide. On avait accueilli un spectacle sur Louis Braille qui était un seul en scène magnifique et du coup elle avait expliqué aux enfants comment il fallait interagir avec elle et moi j'avais appris ça à ce moment-là parce que j'avais pas ces codes non plus. Voilà. Non, c'est pas évident. Si on nous les dit pas, c'est vrai qu'on on les a pas naturellement. C'est ça, c'est pas évident, c'est un rappel de bon sens. De dire que c'est des gens qui sont humains et qu'avant tout, il faut dire bonjour avant de prendre contact. Parce que prendre contact physiquement, que ce soit même avec la main ou l'épaule, nous, on le tolérerait pas forcément. Et avec le chien, c'est pareil d'ailleurs. Et dire au revoir quand on s'en va aussi pour pas laisser les gens. Oui, voilà. C'est ce que je faisais dans les réflexes et dans l'évolution de ma prise de conscience du handicap. C'est tous ces petits réflexes que je vois que j'ai en fait par défaut par rapport à des amis qui n'ont jamais côtoyé le handicap et qui peuvent être un peu maladroits. C'est vraiment ça, c'est de la maladresse. J'ai eu l'occasion d'accueillir une stagiaire à la Fédération nationale des éleveurs de chèvres. J'ai accueilli Anaïs avec son chien Mozart. Et dans les bureaux, ils avaient bien sûr vu le chien, donc ils avaient les codes par rapport au chien que moi j'accueillais. C'est des codes que moi j'avais instaurés. On caresse pas le chien, viens pas faire la fête pendant qu'il dort. Et bien sûr, quand on peut jouer, on joue, etc. Mais du coup, là, ils ont accueilli un nouveau chien qui avait aussi une bénéficiaire. Donc, c'était pas la même chose. Et il a fallu aussi apprendre à parler avec Anaïs pour que elle comprenne. Et en même temps, apprendre Anaïs dans toutes ses compétences, puisqu'elle avait sa plage braille, son ordinateur, et elle nous a relu des tonnes de documents pour nous donner un regard différent. C'était l'objectif du stage. Du coup, c'est un peu loquace en termes de sens, de dire qu'on a pris une personne déficiente visuelle pour nous donner un nouveau regard sur notre communication. J'adore. Voilà. Alors, bien sûr, on avait identifié qu'elle ne pourrait pas faire de mise en page ni rien, graphique, etc. L'objectif était vraiment pas là. C'était qu'elle relise nos documents et qu'avec sa vision un peu neutre de notre fédération, elle puisse nous dire ce qu'elle pouvait en comprendre et ce qui pouvait être amélioré. Et en fait, on a aussi beaucoup appris, notamment ma chef, par rapport à la vie au quotidien avec une personne, parce qu'avec les chiens, je pense que j'avais déjà pas mal instauré de choses. Mais le fait d'aller au restaurant d'entreprise et de devoir décrire tous les plats qu'il y a dans le restaurant, de devoir décrire qu'à midi, dans l'assiette, visuellement, à 15h, il y a ça, à 18h, il y a ça. Tu vois, des choses, de devoir dire où sont les couverts sur le plateau, ce genre de choses que, en tant que voyant, on n'y prête pas attention. Et là, on est obligé effectivement de... Ouais. Tu décrire. le conscientises absolument pas en fait. Mais c'est pas grave. Mais du coup, c'est intéressant de le conscientiser quand tu côtoies, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment tu as été amenée à découvrir les chiens guides et comment tu es devenue famille relais pour la première fois? Comme je disais, j'ai découvert le métier d'éducateur de chien guide dans les plans B après devenir vétérinaire parce que devenir vétérinaire, c'est compliqué, etc. Ensuite, tout ça a sommeillé pendant 1 ou 2 ans, le temps de rentrer au lycée. Et là, j'ai demandé à mes parents de devenir famille d'accueil. Tu es maman, tu sais ce que c'est d'avoir des lycéennes. Mes parents, à juste titre, m'ont répondu grandi. Et en plus, on était trop loin de l'école des chiens guides de Lyon, qui se situe très proche de chez moi maintenant. C'était un point d'ancrage obligatoire pour ma nouvelle localisation. Mais du coup, j'ai un peu mis ça sous le tapis. Après, j'ai fait des études très prenantes. Donc, classe préparatoire, j'ai complètement zappé le projet. J'ai ressorti le projet en école d'agro, qui n'a pas pris. Et c'est arrivé sur la table quand j'étais à la Fédération nationale des éleveurs de chèvres. Et c'est là que je suis devenue famille relais officiellement en 2016. Et depuis, j'ai accueilli 25-30 chiens, je pense. De un week-end à 1 mois et demi. Parce que sur les vacances d'été, on pouvait avoir des demandes de l'école plus longues, du coup. Il y en a un qui t'a marqué particulièrement? Peut-être le premier, peut-être un autre? Ah bah oui, la première, pour le coup, Maïka, aller à l'école et repartir avec un chien et un paquet de croquettes, c'est
c'est quand même une expérience de confiance de la part de l'école et puis une expérience de responsabilité à l'époque. Je pense que c'est la première fois où j'étais vraiment responsable d'un être vivant. Bon, j'avais eu des chats, etc. Mais là, j'étais dans ma vie de jeune adulte. On était tous les deux avec mon chéri. On est reparti avec le chien dans le métro et le paquet de croquettes et on est là, ok. Comment on fait maintenant ? Et d'ailleurs, alors qu'est-ce que c'est exactement tes responsabilités quand tu gardes un chien comme ça un week-end ? Quelles sont tes missions ? À quoi tu dois faire attention ? L'objectif principal, c'est de garder la même veine que ce que fait la famille d'accueil. Donc c'est de prendre le relais sur tous les codes et de ne pas dégrader l'éducation en place, en cours. Donc on a les mêmes codes, les mots, on a les mêmes règles à la maison. Et il faut bien sûr que le chien se détende. C'est le week-end en général, donc faire profiter un peu le grand air. Après, il y a de l'enjeu pour ne pas instaurer de nouvelles mauvaises habitudes. Mais ça reste assez logique. Donc, on ne monte pas sur les canapés, Non. on ne mange pas à table, par Non. exemple. Tu as aussi, tu dois faire attention quand tu traverses la rue à traverser dans les passages piétons. Ah oui, s'asseoir au passage piéton. Après, selon les écoles, on n'a pas les mêmes exigences au même âge pour les chiens guides. Mais en tout cas, à Paris, oui, on était déjà sur s'asseoir au passage piéton. Bien sûr, on traverse dans les passages piétons. Ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert aussi avec mon petit garçon, du coup. Mais on essaye de donner le bon exemple. Et après, le sociabiliser, ça dépend aussi de l'âge du chien qu'on accueille. Il faut s'adapter. Si on a un chiot tout petit, ce qui nous est arrivé un été, un chiot de 4 mois, on ne fait pas la même chose qu'avec un chiot de 12 mois, par exemple. Bien sûr. Donc ça, c'est important aussi de s'adapter à l'âge en fonction du parcours du chien. Et pour connaître toutes ces différences, l'évolution du chien, les différentes étapes par lesquelles il passe, les mots, le vocabulaire aussi qu'on utilise avec le chien. Donc tu as été au cours d'obéissance ? Alors en tant que famille relais, on ne fait pas les cours d'obéissance. Et ça encore, c'est à nuancer en fonction des écoles. Mais par contre, on a un guide de la famille relais, les mots, les principales règles à savoir. Le format papier, en fait, s'y prête. Sinon, les éducatrices ne feraient que éduquer des familles relais plutôt qu'éduquer des chiens. L'objectif, c'est vraiment d'éduquer les chiens et nous, on sait lire. Donc, on peut passer par ce biais-là pour le rappel des règles et de nos missions temporaires, du coup. Enfin, je te dis temporaire, mais quand on accueille un chiot de 4 mois pendant 1 mois et demi, le temporaire, il est quand même très, très important. Parce que là, tu as l'occasion malheureuse de pouvoir insuffler de mauvais comportements si tu fais pas attention. Donc, il y a un peu d'engagement quand même. Il y a un enjeu quand même, ouais. Ouais. Cette expérience t'a amené jusqu'au podcast. Tu le disais tout à l'heure, tu arrives à ton 100e épisode du podcast Futur Chien Guide. Moi, ça me laisse rêveuse. Salut, c'est Estelle et vous écoutez Futur Chien Guide, le podcast sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles. Chaque mois, je vous invite à découvrir les aventures de celles et ceux qui vivent cet univers au quotidien et ce lien si précieux qui les unit à leurs chiens. Passionnée et bénévole depuis des années, d'abord à Paris et aujourd'hui à Lyon, je suis persuadée que leurs histoires pourront vous toucher, vous informer et peut-être même vous donner envie de vous engager. Savez-vous justement que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'actualité des chiens guides et les coulisses du podcast, inscrivez-vous sans tarder à ma newsletter mensuelle. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter ce podcast et puis nous expliquer comment est arrivée l'idée de transformer cette expérience en podcast ? Alors, le podcast Futur Chien Guide aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est une centaine d'épisodes et un peu plus parce qu'il y a des rediffusions, il y a des Que sont-ils devenus qui ne comptent pas dans ces 100 épisodes. Je ne sais plus combien d'heures, je crois qu'il y a plus de 60 heures d'écoute, je ne sais plus, il faudrait regarder sur l'application. Plus de 40 000 écoutes, ça c'est sûr, cumulées. Waouh. Ça aussi, ça me laisse rêveuse. Voilà. Après, ce podcast, la genèse, je parlais de partage tout à l'heure. Dès le début de mon expérience de bénévole, je pouvais enfin partager quelque chose de concret. Alors, ça a commencé sur Twitter, X, qui était le réseau social sur lequel j'étais le plus présente. Et ça a bifurqué sur Facebook et puis sur Instagram. Et en fait, j'ai eu de nombreuses questions qui sont toujours les mêmes et toujours légitimes.
celle que tu me poses, mais aussi est-ce que c'est pas trop dur de laisser partir, comment on fait pour devenir famille d'accueil, mais le chien guide, c'est quoi son éducation, enfin bref, toutes ces questions-là auxquelles au bout d'un moment j'avais pas marre de répondre, mais j'en avais marre de devoir répondre d'une manière courte, dans un mouchoir de poche, dans un message privé, et je voulais un peu plus documenter ça. Donc à la base c'était un blog, Futur Chien Guide a débarqué en 2020, en janvier 2020, et dans ce blog j'avais prévu une partie rencontre avec, parce que ça fait partie du partage pour moi. Ce blog devait pas être écrit que par moi. J'envisageais d'aller rencontrer des gens et de pouvoir partager plus largement leurs expériences. Entre-temps, mon deuxième frère m'avait dit ce serait bien que tu puisses enregistrer en fait tes articles, parce que c'est quand même des gens qui ne voient pas, qui vont les lire. Bon, spoiler, VoiceOver fait vraiment mieux que moi pour les articles écrits. VoiceOver, c'est l'application qui permet sur l'ordinateur d'accéder au contenu. C'est VoiceOver ou tout lecteur audio de texte maintenant, ils s'en sortent très très bien pour lire. J'avais quand même enregistré tous mes premiers articles, qui étaient déjà sur un flux RSS type podcast. Et quand je suis arrivée à la rencontre avec, je me suis dit, je vais pas écrire une interview, la lire, autant l'enregistrer tout de suite. Et c'est comme ça qu'est né le premier épisode de Futur Chien Guide, qui au début était des interviews audio pour mon blog. J'ai mis un peu de temps à dire que c'était des épisodes de podcast. Puis à partir de 2021, c'était un podcast, et le rythme s'est accéléré. Et après ce podcast, donc tu es partie dans une aventure aussi où tu es devenue community manager pour des associations. Oui, en fait, j'avais pas franchement anticipé. Je savais que les chiens guides prendraient plus de place dans ma vie, mais je pensais pas que ça allait le faire professionnellement. Je me suis toujours dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener les chiens guides dans des milieux où ils sont pas attendus. Donc, de pas travailler pour l'univers du chien guide. Parce que je trouve ça plus riche d'emmener les chiens guides dans des milieux dans lesquels je travaille qui sont pas forcément chiens guides. Bon, et puis j'ai été cueillie j'ai fait une formation de community manager, social media manager, en ligne, quand j'étais auprès de mon petit garçon en pause professionnelle. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir un premier contrat en community manager pour la Fondation Frédéric Gaillan. Donc, on parlait de Clarisse tout à l'heure. Donc, le chien guide de Clarisse, Oasis, est un chien qui a été éduqué par la Fondation Frédéric Gaillan, qui est la seule école en France et en Europe à remettre des chiens guides à des enfants de 12 à 18 ans. Et en fait, cette première mission a été le reflet d'une certaine confiance et d'une certaine possibilité de vraiment articuler mon activité professionnelle autour du monde des chiens guides que je connais parfois plus que mes interlocuteurs en interne, même si eux sont compétents sur la partie communication, relations presse, etc. quoi. Donc mes premiers mois à la Fondation en tant que freelance, je ne suis pas salariée, était assez comique parce qu'en fait, moi, j'apprenais à la nouvelle chargée de mission qui était très compétente sur la partie communication, mais qui connaissait pas du tout le milieu du chien guide, un petit peu ce milieu-là, en plus de l'allier avec toutes mes compétences sur les réseaux sociaux, les newsletters, etc. J'ai aussi, depuis cet été, à souhait de pouvoir aider plus d'associations qui n'ont pas forcément de gros moyens et de besoin non plus d'avoir un community manager à temps plein. Et j'ai lancé une offre d'audit et de recommandations pour les associations de chiens guides et chiens d'assistance. J'ai embarqué 2 associations là dans le bêta-test cet automne. Et c'est vraiment hyper riche. J'ai réalisé les audits sur leurs réseaux sociaux et leurs newsletters. Et rien qu'en faisant les audits, j'ai eu des retours très très positifs du regard, encore ce champ lexical-là, que j'apporte sur leur communication. Et ils ont hâte d'avoir les recos pour eux prendre la main en interne pour booster en fait leur communication l'année prochaine sur leurs réseaux sociaux et leurs newsletters. Et on ne dit jamais assez l'intérêt et la nécessité d'une bonne communication pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, nous sommes au Strapontin, à Saint-Bel. C'est toi qui m'as suggéré cette salle parce que je crois que c'est le cinéma de ton enfance. Oui, c'est le cinéma associatif qui m'a accueilli de nombreuses fois en famille. Je crois même des fois avec le centre aéré. On est dans des petits villages, donc il n'y a pas forcément de cinéma de partout, mais celui-ci était très précieux. Et mes parents ont encore le programme Sans mentir qui est accroché dans l'entrée, et ils viennent très souvent. Alors, quel genre de spectatrice tu es, toi ? Qu'est-ce que tu vas voir au cinéma ? Quel type de film ?
Alors, depuis mon déménagement au nord de Lyon, je vais très peu au cinéma. Mais j'ai été une abonnée des grands cinémas, puisque quand j'étais à Paris, j'avais un cinéma à 10 minutes à pied. Donc, c'était vraiment plusieurs séances et en illimité, parce qu'on avait moins de contraintes. Là, on a un petit bout, donc le cinéma le soir, ça s'organise différemment. Alors, moi, je suis une vraie romantique, hein, donc moi, j'adore les cinémas à l'eau de rose. Chose que je ne partage pas forcément avec mon chéri, donc j'y vais pas forcément à deux. Après, j'aime beaucoup profiter de ces salles de cinéma pour voir des films qui le méritent, qui permettent d'être vus sur un grand écran où ça vaut le coup d'être vu de manière spectaculaire. J'ai été éduquée aussi au film où on venait faire le débat après, en présence des réalisateurs. Ça, c'est vraiment chouette. Je crois que le vrai dernier film que je suis allée voir au cinéma, c'est La vie de Lise. Donc, Alors, La vie de Lise, on en parle dans l'épisode 2 avec Thierry Jourdan, qui est son réalisateur. Exactement. On en reparle avec Clarisse dans l'épisode 8, puisque Clarisse a un petit passage aussi dans le film. Oui. Et donc, c'est le film qui présente Lise, qui est déficiente visuelle et qui se voit remettre son premier chien Réglisse. Eh ben, j'ai eu l'occasion enfin de voir ce film, puisque je fais sa promotion depuis 1 an dans le cadre de la Fondation Frédéric Gaillan. Et j'avais d'ailleurs un relais de l'école des chiens guides de Lyon à mes pieds aussi. Donc c'était très intéressant de partager ça et de retourner au cinéma avec un chien. Donc voilà, c'était vraiment un moment fort parce que j'ai pleuré. Hein. C'est un film dont j'ai beaucoup parlé, mais que j'avais pas encore vu en vrai. La salle était assez remplie, il y avait de bonnes questions auxquelles... pour le coup, les intervenants n'avaient pas forcément les réponses, donc je me suis joint aux réponses côté famille d'accueil. On avait une bénéficiaire, Manon, qui était avec son chien Cybèle, donc pour le coup, elle a répondu à plein de questions pratico-pratiques de la vie. Voilà, c'est le dernier film que j'ai vu. Bon, après, je suis allée voir d'autres films. On a vu le dernier film de Formule 1, des trucs comme ça, parce qu'il faut aussi savoir partager les goûts et les couleurs de chacun. Et tu disais que tu avais emmené un chien relais pour voir La vie de Lise. Tu as emmené beaucoup de chiens au cinéma oui. Et comment tu choisis le film quand tu emmènes les chiens ? Alors, je dirais que la question, c'est pas comment tu choisis le film quand tu emmènes le chien, mais quel chien tu as à tes côtés quand tu vas quand tu vas voir un film. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut envisager qu'entre 2016 et du coup 2022, on a eu 20-25 chiens à la maison. Si tu ne vas plus au cinéma quand tu as un chien, au cinéma ou ailleurs, au contraire, le cinéma, c'est une partie de leur éducation. Enfin, les déficients visuels vont pas autant, j'en sais rien, j'ai pas les statistiques, mais ont le droit tout autant que les autres d'aller au cinéma. Et je me souviens, Folio qu'on avait eu dans les premiers temps, je me souviens que lui, on est allé au cinéma avec, parce qu'il y a une anecdote qui est adorable. Je suis restée sans voix, en fait. C'est même mon conjoint qui a répondu à ma place. On était au Pâté Bourgonel. Il y a toujours une petite hésitation à l'entrée quand on est avec le chien. Le sécu, des fois, il sait pas forcément. Puis là, en plus, c'est un berger blanc suisse, donc c'est pas un golden, c'est pas un labrador. Donc, si, c'est bien un chien guide. On a bien le droit d'y aller. Et là, je me souviens scanner nos QR codes pour rentrer. Et il y avait un escalator juste après. Je passe. Et là, le jeune homme qui nous oriente vers la salle me dit « Par contre, madame, il n'y a pas d'audiodescription. » Ah, il a pensé que tu étais déficiente visuelle. Oui, mais moi, j'étais tellement sans voix. Et en plus, tu scannes et tu montes 1 mètre plus loin sur un escalator. Du coup, tu t'éloignes de la personne. Et j'ai bugué, en fait. J'ai complètement bugué. Et en fait, au fur et à mesure qu'on descendait, que les marches de l'escalator descendaient, j'ai conscientisé que le gars, c'était fou, j'aurais voulu lui faire un câlin en fait. Il a vu qu'on avait un chien guide, il a du coup envisagé que j'étais moi-même déficiente visuelle, et donc que le film que j'allais voir n'avait pas d'audiodescription. Mais c'est génial. Enfin, je suis vraiment restée sans voix parce que c'était complètement inattendu que le mec ait autant de bienveillance. Qu'il soit sensible à ton accessibilité pour le film. Ah ouais. Et ça, vraiment, ce moment, je m'en souviens très bien parce que c'est pas juste, il pense que je suis aveugle, c'est du coup, il se projette pour moi et il se dit, je vais voir un film et que je vais pas le voir en entier parce que j'ai pas tous les sens, etc. Bon, ce qui n'est pas le cas, on le sait, entre toi et moi. Mais j'étais très, très touchée par ce gars qui m'a juste dit 3 mots dans une journée et que j'ai jamais revu. Mais ça, c'était une de mes expériences assez fortes, entre guillemets, et je me souviens absolument pas du film qu'on est allé voir. Et après, j'ai beaucoup emmené de chiens. Comme on avait l'abonnement en illimité, on savait que si ça se passait mal, c'était OK de partir du cinéma. Et c'est comme ça tout le temps dans tous les lieux où on va avec des élèves chiens guides. Ça t'est arrivé ? T'as eu besoin parfois Non. de... Non. Non. J'ai pas eu besoin, mais dans chaque lieu où tu vas...
Enfin, ça reste un être vivant et moi, c'est son bien-être avant tout. S'il est pas bien, même s'il doit apprendre, bah non. S'il en est pas là, c'est pas grave. Donc non, après, dans les anecdotes, je crois que la première fois qu'on est allé au cinéma avec un élève chien guide, on a découvert la face cachée du dessous des sièges. Je prends pas forcément de bonbons ou de popcorn à chaque séance de cinéma. Et quand on va dans un cinéma avec un chien, le principe, c'est ce qui dérange pas forcément les autres. Les autres personnes n'ont pas demandé à venir voir un film avec un chien. Donc, il est devant nous entre les sièges ou sous les sièges. Et on est ressorti de notre première séance de cinéma avec un chien qui était parfaitement resté sous les sièges pendant tout le temps de la projection. Et il était un peu collant, ce chien. En fait, on a compris après qu'il fallait pas qu'il se mette forcément sous les sièges, parce que c'est là où, entre les séances dans les grands cinémas, ils planquent... Ils font cache-misère, on va dire, puis ils font le ménage qu'après toutes les séances de la journée. Et donc, non, on ne met pas un chien sous une banquette s'il y a des bonbons sous la banquette, qu'il va les manger et qu'il va ensuite se lécher pendant tout le film, et donc devenir collant. J'ai une dernière anecdote dont je me souviens. On est allé voir Le Roi Lion, version film. On est allé le voir en plus dans un cinéma où tu avais des grands sièges en x2, etc. Enfin bref, c'est très sympa. Il faut savoir que moi j'ai un petit passif avec Le Roi Lion qui est sorti quand j'avais 3 ans, le tout premier, que je n'ai jamais vu en entier au cinéma puisque j'ai pleuré. T'as eu peur. Dès que Mufasa est passé sous les genoux. Il m'avait filé un pins en échange de mes pleurs parce que j'avais dû sortir de la salle avec ma tante. On est allé voir le vrai film. Dans le film, le chien vomit devant nous. Aïe. On est de faire une détente, il avait sûrement mangé de l'herbe. Et là j'ai dit à mon conjoint, c'est pas possible, je veux le voir en entier. Donc, on a essuyé le vomi, on s'est assuré que le chien allait bien. Le chien, ça lui avait pas fait plus de choses que ça de vomir. Donc, on a pu regarder Le Roi Lion en entier. Mais j'ai vraiment cru. Là, je me suis dit, non, pas 2 fois. Pas 25 ans d'intervalle, 25 ans d'intervalle, c'est mort. Donc, ça y est, tu as vu Le Roi Lion en entier. Oui, au cinéma. Tu sais que dans Handicap et Cinéma, j'aime bien demander à mon invité son film coup de cœur. Celui que tu as choisi, et c'est l'un des rares films qui sont cités quand je demande aux gens quel film connaissez-vous sur le handicap. Et en général, après Intouchable et un petit truc en plus maintenant, c'est La famille Bélier qui ressort. Pour remettre les auditeurs dans le contexte, c'est un film de 2014 qui a été réalisé par Éric Lartigot et dans lequel jouent Louane, Karine Viard, François Damiens et Éric Elmos-Nino. Dans La famille Bélier, tout le monde est sourd, sauf Paula qui a 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France, un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre 2 tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame ? Ça s'appelle La division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. La mycose de ta mère s'était tendue. Est-ce que ton père aimait la crème que je lui ai prescrite ? Comment non ? J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi ? Je vais t'en faire une bonne brûlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh ! Allez, fais un effort. Bah viens, on échange de famille. Oh, arrête, maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir. Il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux ? T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la cheval de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris ? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser ? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution.
Tu sais ce que ça représente? Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste. Mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Ça a été le plus gros succès de la décennie 2010 en France. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix ? En fait, quand tu m'en as parlé, le film préféré, etc., ce film m'est venu automatiquement. Pour moi, c'est une de mes références. En 2014, j'étais en école d'agronomie. Donc, j'étais déjà souvent à la traite le matin aux vaches, etc. Et d'ailleurs, le film commence comme ça, par un vélage, par une naissance d'un veau. Et en le re-regardant, il y a tellement d'échos à ma vie personnelle. Moi, j'ai beaucoup fait de musique, j'en fais encore beaucoup. J'étais en maîtrise, non pas de Radio France, mais de la Loire. J'ai fait ce chant-études. Je suis partie du coup, pour le coup, moi, au collège, en internat. Et c'est vrai que je pense que je suivais déjà aussi The Voice, puisque j'ai re-regardé hier, Louane était dans la 2e saison de The Voice. Vu que c'était un nouveau concours de chant, je regardais assez The Voice. Et j'avais suivi la défaite de Louane, qui malgré sa voix n'avait pas gagné. Et j'avais déjà à l'époque apprécié le fait qu'on n'est pas forcément un perdant quand on ne gagne pas. Donc il y a aussi ce sens-là par rapport à The Voice. Et je le dis encore des années plus tard, c'est pas parce que tu n'es pas numéro 1 que les gens vont pas forcément te repérer, entre guillemets. Et c'est ce qui s'est passé pour Louane. C'est une personnalité en tout cas que j'apprécie beaucoup dans beaucoup de choses qu'elle fait et dans son parcours de vie, on va dire. Quand il est sorti, j'étais pas forcément sensibilisée à fond sur la surdité, je pense. Et c'est marquant, là, en le revoyant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont présentés dans le film. Après, est-ce qu'une famille de sourds aurait quelqu'un qui oraliserait autant à la maison ? Je ne suis pas sûre, parce que Louane, je pense pour les besoins du film, parle ces phrases en même temps qu'elle les signe à ses parents. Je suis pas sûre qu'une personne étant seule entendante dans une famille parle autant que Louane le fait. Je pense que signer, ça suffit. Donc voilà, la partie agricole, la partie musique, la partie Louane. Et puis j'étais jeune étudiante, donc bon, voilà, il y a l'amourette qui va au milieu, qui soude un peu le tout. Et alors tu disais que effectivement le rapport aux personnes sourdes avait un peu bougé. Éric Lartigot, lui, dit « On a tous rencontré des sourds et des malentendants, mais on ne se sent pas légitime de les approcher ». C'est un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure avec les personnes non-voyantes aussi. Oui, et alors depuis, moi je suis devenue maman et on a signé avec mon baby boy. Avant qu'il parle, on a signé, alors on n'a pas appris à faire des phrases. Dans ma famille, j'ai une personne qui a appris la langue des signes, j'ai ma tante qui sait parler et qui fait du chant-signe d'ailleurs, qui mêle un peu les deux aussi. Elle le fait en tant qu'assistante maternelle avec les petits qu'elle accueille et nous on l'avait fait assez naturellement. En fait, j'ai appris des signes de base. Puis au fur et à mesure dont on avait besoin, on était pioché dans la langue des signes française, on a pris des vrais signes, même si on les fait pas parfaitement. Et aujourd'hui, par exemple, quand je passe avec une caissière ou un caissier qui est sourd, je dis bonjour et je dis merci. Et en fait, je trouve que pour moi, et ça se ressent encore plus dans ce film, ça devrait être des choses de base dans la vie en société. Tu devrais savoir comment interagir avec tous. Et comme moi, j'apprends beaucoup de choses à mon fils sur la différence, il côtoie beaucoup d'aveugles et de déficients visuels. Il me demande souvent ce que c'est le marquage au sol sur les places handicapées, etc. Mais il n'a que 3 ans, donc on n'en est pas non plus à faire des grandes dissertations. Mais je trouve que ça devrait faire partie de l'éducation de base, de pouvoir dire bonjour, merci, s'il te plaît. Un peu comme les premiers mots qu'on apprend dans une langue étrangère. La langue des signes française, c'est des signes qui sont simples. Pour la plupart, c'est des signes aussi qui sont assez intuitifs. Quand on le fait, ça donne juste le sourire à la personne en face, d'être un minimum comprise et pas un extraterrestre, en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis que toi, tu t'en es emparé, en fait, pour communiquer avec ton enfant, qui n'est pas en situation de surdité, et toi non plus. Donc c'est encore une fois la démonstration que quand on s'intéresse à tous les aménagements qui sont prévus pour les personnes handicapées, on se rend compte qu'en vrai, handicapé ou pas, on peut profiter aussi un peu de tout ce qui existe, et notamment la LSF, sans être... bilingue complet, voilà, il y a des choses qui sont utiles. Moi, je suis pas bilingue et ce qui était très intéressant dans l'apprentissage des mots dont on a eu besoin pour la LSF,
Alors, on n'a pas fait d'atelier. Chaque fois, on tapait le mot sur YouTube et on apprenait à faire au mieux. L'idée, c'était qu'il y a une phase où le jeune enfant, il comprend tout, il entend des choses aussi. On a commencé à signer beaucoup de choses sonores, paradoxalement. Parce que la première chose qu'on a signée, c'est peut-être la cloche de l'église, les avions, l'aboiement du chien. Je crois que le mot chien, je l'ai appris avec lui, je ne l'ai pas appris toute seule. Du coup, c'est des choses qui faisaient tilt pour lui. Et après, on est beaucoup passé sur le champ visuel. On a beaucoup signé des choses qu'il voyait. L'église, je te reprends l'exemple, parce qu'il y en a dans tous les villages. Donc, une fois que tu as identifié les cloches, tu as l'église, la maison, vraiment des trucs visuels. Et je fais un petit aparté, mais il y a 2 manières de signer avec les enfants. Soit il y a les CEF classiques. Alors, on n'en était pas à faire des phrases. L'idée, c'était pas d'instaurer un langage avec lui où on lui apprenait à faire des phrases, parce que moi, je ne sais pas les faire. Elles ont une construction complètement différente de la langue parlée française. Mais tu vas piocher et tu sous-titres, entre guillemets, certains mots. Tu as aussi un autre courant de la langue des signes qui s'appelle Baby Sign, où là, en fait, c'est des signes simplifiés que je n'ai pas choisi de faire parce que, en fait, c'est un peu comme dire une voiture, tu dis une vroom vroom à ton gamin et du coup, c'est dommage parce que ça lui... Enfin, voilà, c'est comme si tu parlais de la tuture à chaque fois que tu vois une voiture. Ok, il va pas savoir faire le signe parfaitement, mais l'idée, c'est que tu lui files le mot et que lui, il s'en empare. Et j'avais aussi, dans mon passé étudiant, moi, je suis labellisée Handi Manager. J'ai été responsable de ce projet-là dans ma première année d'agro et on avait notamment une étudiante qui était malentendante. Alors, on avait une qui était 100% sourde, mais avec ses appareils, était 100% entendante. Et l'autre, elle pratiquait la langue parlée complétée. Je ne sais pas si tu connais la différence. Explique-nous, je ne suis pas experte. Et la langue parlée complétée, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, donc, elle avait une intervenante qui était en face d'elle pas pendant tous les cours. Donc, on avait mis en place de la prise de notes pour qu'elle puisse avoir l'entièreté de la compréhension de nos cours. Mais en fait, la langue parlée complétée, c'est une information en plus sur la lecture labiale que pouvait faire Mathilde, pour la citer. Donc, Mathilde regardait le prof, ou du coup son interprète qui répétait ce que disait le prof. Bon, on avait des profs à moustache, ça c'était une horreur pour elle, parce qu'elle ne voyait pas bien les lèvres. Et cette intervenante en langue parlée complétée venait avec une de ses mains préciser des sons qui ne sont pas distinctifs quand tu fais de la lecture labiale, donc quand tu lis sur les lèvres, avec des positions de main et de doigts qui se situent relativement autour du visage, entre, on va dire, le buste et le haut de la tête, pour préciser si c'est guttural, le un, le on, tous ces mots un peu, tous ces sons un petit peu compliqués à lire en fait sur les lèvres et qui du coup aident à la compréhension d'un discours. Et après, la LSF, la langue des signes française, elle n'est pas forcément utilisée par tous. Je ne suis pas sûre que Mathilde en question savait signer la LSF, parce qu'en fait, elle savait se débrouiller avec la lecture labiale dans la majorité des cas. Et elle parlait par contre. Tous les sourds, malentendants, ne sont pas oralisants. C'est un des handicaps où on n'a pas forcément la nuance de toutes les variations que peuvent avoir les personnes entre j'entends pas trop, j'entends beaucoup, je peux ressentir des sons, et on le voit dans La Famille Bélier. Pour revenir sur le film, je crois que dans les premières scènes du film, on voit qu'ils mettent la musique à fond et que Louane en a honte à la sortie du collège, ce que je peux comprendre en tant que lycéenne. Ils viennent la chercher au lycée avec l'autoradio à fond, les ballons, effectivement. Et oui, parce qu'eux, ils perçoivent les basses. Et il y a une scène dans laquelle, et quand j'ai regardé, bien sûr, j'ai fondu en larmes, la scène où elle rechante à son père. Elle est dehors, en train de réfléchir à ses choix. Elle est en mode solo. Et son père vient s'asseoir à côté d'elle et en lui disant est-ce que tu peux me rechanter la chanson ? Et il met sa main, alors moi, par rapport à la pratique vocale et tout, c'est encore plus touchant, mais justement sur la cage thoracique, vraiment à hauteur entre les cordes vocales et les poumons. Et en fait, elle chante. Lui ne comprend pas... on ne connaît pas la finesse de sa perception auditive, mais on comprend que là, il ressent, parce que c'est physique en fait, les vibrations. Et dans l'émotion, c'est très fort. Il y a même un moment dans le film, pendant le spectacle de la chorale, où le son s'éteint complètement, progressivement. Et du coup, on se met un petit peu à la place. C'est comme si on fermait les yeux, on mettait un bandeau dans d'autres situations pour la déficience visuelle. Mais on se met vraiment à la place d'eux et c'est vrai que ça paraît un peu bizarre quand même. Cette situation, on voit, en fait, ils voient que les autres parents pleurent. Ils voient que ça touche,
Mais eux, ils n'ont pas ces émotions-là parce qu'en fait, ils n'ont pas l'audition qui le permettent. Il leur manque une partie des informations. Ah bah oui. Et Louane, tu parlais tout à l'heure de chant signé. Il y a un moment où effectivement, pendant sa prestation, où elle signe, moi j'ai eu l'occasion de faire intervenir une personne qui fait de la traduction LSF en fait et qui nous a initiés au chant signé. Normalement, soit on chante, soit on signe, mais on fait pas les deux en même temps. Elle, c'est vrai qu'elle fait les deux en même temps. Après ça, c'est peut-être plus pour les besoins du film. Comme ça tu se disais, fait, elle parle en même temps qu'elle signe. En général, la langue des signes engage tellement le visage que c'est compliqué de faire les deux en même temps. Quand j'ai revisualisé le film, je regardais énormément les signes de Louane parce que j'en connais quelques-uns. Et du coup, j'arrivais à identifier un peu comme dans une langue étrangère quand on entend des mots qu'on connaît. Et c'est très intéressant parce que chanter et signer en même temps, alors ça s'y prête, le je vole qu'elle chante, on le comprend très bien. On voit très bien d'ailleurs que c'est un signe qui est assez logique. Il y a des signes dans la langue des signes française qui sont très logiques, d'autres qui sont très un peu plus imagés. surprenants. Enfin, surprenant. Quand on a l'explication, au final, la queue du chien, c'est une main ouverte qu'on pose, on va dire, sur son sternum et qu'on remue. Voilà, bon, mon petit garçon, lui, il le faisait très très loin au début, puis après, il l'a rapproché de son ventre. C'est très imagé, en fait. C'est la queue du chien qui remue. Le chien, c'est comme ça qu'on le dit. Et en effet, on voit bien, et puis c'est pour ça que je disais aussi que nous, on n'a pas appris la langue des signes française avec mon petit garçon, parce que la construction de phrases est très différente. On conjugue pas les mots. Les verbes, si mes souvenirs sont bons, les verbes ne sont pas conjugués, donc il faut bien identifier quel est le sujet pour comprendre dans quel sens le verbe est censé se conjuguer. Et quand on signe, du coup, y a plein de petits mots qu'on dit dans la langue française qu'on ne va pas dire en signant, tous les le, les i. Enfin voilà, il y a plein de petits mots qui en fait... La structure n'est pas la même pour la langue, la LSF. Non. Et en plus de ça, pour le chant signé, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, c'est poétisé. C'est ça. Donc on est encore sur une autre façon de signer. Mais c'est vrai que du coup, je pense que c'est dans le film, on le voit bien. C'est la première fois où ses parents sont émus en dehors du cadre de l'amphithéâtre, de Radio France, du piano qu'ils ne perçoivent pas, mais ils comprennent bien ce qui se passe quand même, ils ne sont pas débiles. Hein. Et je pense que c'est la première fois où ils arrivent à ressentir aussi les émotions liées à la pratique du chant, parce que du coup, les paroles aussi ont beaucoup de sens par rapport à la vie de Louane. Elle chante « Je vole », elle dit « Mes chers parents, je pars ». Et elle dit qu'elle les aime. Enfin voilà, la chanson est vraiment très appropriée aussi. Et tout ça fait un bon bouillon qui m'a fait fondre en larmes. À l'origine de ce film, il y avait un livre, peut-être que tu en avais entendu parler, qui raconte l'histoire de la vie de Véronique Poulain, qui est une jeune fille entendante, née de parents sourds, et qui raconte son expérience dans Les mots qu'on ne me dit pas. Véronique Poulain, c'était l'assistante de Guy Bedos, et c'est Victoria Bedos, la fille de Guy Bedos, qui a coécrit le scénario avec Stanislas Carré de Malberg. Néanmoins, pour faire ce film, Éric Lartigot a choisi une distribution de comédiens qui ne sont pas sourds, Karine Viard et François Damiens. Il a quand même un jeune comédien qui, lui, le frère de Louane, lui, est complètement sourd. Mais Louane, Karine Viard et François Damiens ont dû apprendre la langue des signes. Et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est une vraie langue. Hein, donc, c'est pas simple d'apprendre une langue en si peu de temps. Et c'est Alexei Koïka, qui est un professeur sourd, qui leur a enseigné la langue des signes française. Et ça a créé un petit peu un tollé dans la communauté sourde. Hein. Il y a eu un article en 2014 par une journaliste sourde anglaise qui s'appelle Rebecca Atkinson, qui a écrit dans le Guardian qu'elle considère que c'est une nouvelle insulte cinématographique à la communauté sourde. Donc ça a été assez loin. En tout cas, c'est appris par cœur. Et c'est vrai que Karine Viard et François Damiens expliquent que ce qui était compliqué pour eux, c'est non seulement de connaître leurs signes, et certaines de leurs interventions comptaient jusqu'à 80 signes à apprendre et à enchaîner. Donc, c'est une vraie performance d'acteurs de faire ce travail-là. Et qu'en plus de ça, ils devaient aussi connaître les signes de leurs partenaires pour pouvoir placer les leurs au bon moment. Donc, ça leur demandait vraiment en termes de compétences, c'est assez ardu comme démarche. Par contre, je ne savais pas que le frère de Paula était un vrai comédien sourd. En regardant la distribution, il y a Véronique Poulain qui apparaît dans le film, en fait. Ah, ça, je ne l'ai pas vu. Et c'est une personne qui achète le fromage de la famille Bélier. Donc, sur une scène où ils doivent être au marché,
Et elle doit apparaître, donc c'est un petit clin d'œil quand même à l'autrice d'origine. Au livre. Et alors cette problématique de jouer des rôles quand on n'est pas concerné par le handicap, c'est ce qu'on appelle le creeping up, on en a parlé dans le premier épisode avec Anaïs. Karine Viard, elle dit dans une des interviews que ça l'hystérisait un peu cette langue des signes parce que ça demande d'engager le corps et qu'il faut trouver une justesse et que trouver une justesse en 3 ou 4 mois, c'est très difficile quand même. Donc c'était compliqué pour elle de trouver le juste milieu pour pas être dans une interprétation hystérique de la langue des signes. Et c'est un film qui a fait du bruit, qui est parti outre-Atlantique et qui a fait l'objet d'un remake américain qui s'appelle Coda, où l'histoire est transposée dans un autre contexte. C'est pas une exploitation bovine, mais ce sont des pêcheurs qui sont à Gloucester, donc une ville du Massachusetts. Paula devient Ruby, elle a 17 ans, c'est la seule membre de sa famille à ne pas être atteinte de surdité. Elle est désignée comme CODA, donc CODA c'est l'acronyme anglais pour Child of Deaf Adult, donc l'enfant de parents sourds. Et elle sert d'interprète à ses parents et donc elle travaille sur le bateau de pêche familial. Puis elle va elle aussi s'inscrire à la chorale du lycée, découvrir un don pour le chant. Là, il y a un univers sonore musical qui est très très différent. On est très loin de Sardou, c'est pas les mêmes choix. Et elle se retrouve elle aussi écartelée entre les obligations. Ce remake, il a fait appel à des comédiens réellement atteints de surdité. Donc il y a Marlee Matlin, Troy Kotsur, je prononce peut-être pas tout à fait bien, et Daniel Durand. Donc c'est vrai que même si on a un film qui au départ, c'est peut-être pas parfait, on a quand même énormément de visibilité de ce film en France. La famille Bélier avait réalisé plus de 7 millions d'entrées. Il a inspiré ce film Coda, qui a été diffusé aux États-Unis, et là pour le coup avec une distribution de comédiens complètement sourds. Donc on avance. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vers un mouvement où les choses bougent et petit à petit, même si ces films sont pas tout à fait parfaits, ils permettent quand même une belle avancée et ça, je crois vraiment en ce pouvoir du cinéma de faire changer le regard sur le handicap. Tu as en tête la première actrice qui a foulé les Golden Globes avec son chien guide, Aria Mia Loberti. Tu vois, dans cette question de... Alors c'est 10 ans plus tard, parce que du coup, la famille Bélier, c'est 2013-2014. Aria Mia Loberti, elle est entrée dans l'histoire en 2024 parce qu'elle a été pour la série All the Lights We Cannot See, donc toute la lumière que nous ne pouvons pas voir. C'est une série sur Netflix qui est dans ma liste des choses à voir. Elle est aveugle en dehors de son activité d'actrice et elle incarne une femme aveugle. Et du coup, c'est la première fois dans l'histoire qu'ils avaient vraiment une représentation authentique d'un personnage dans un film de cette envergure, en fait. Et quand elle a été nommée aux Golden Globes, elle est allée avec son chien guide, qui s'appelle Miss Ingrid, et elle a du coup foulé le tapis des Golden Globes. Et pareil, c'était la première fois en fait qu'il y avait vraiment une personne déficiente visuelle et surtout son chien guide qui était là. Elle disait que c'était un honneur pour elle de représenter sa communauté, sa culture. C'est vraiment quelqu'un que j'admire pour le coup parce que elle fait quand même beaucoup de choses et elle montre qu'en fait c'est juste une partie d'elle-même. La partie handicap ne définit pas une actrice en tant que telle. Et surtout, on peut, grâce à ça, avoir de nouveaux acteurs, avoir de nouveaux récits et renouveler ce qui se passe sur nos écrans pour plus de diversité à l'image et des histoires plus authentiques et nouvelles. C'est ça. Et elle dit aussi qu'elle aurait sûrement jamais participé à cette foutue audition si elle n'avait pas eu son chien. Je te remercie infiniment, Estelle, pour cet épisode. J'invite tous les auditeuristes qui veulent approfondir le thème des chiens guides et des chiens d'assistance, puisque tu fais aussi des épisodes hors série sur les chiens d'assistance, à découvrir ton podcast Futur Chien Guide. On peut le trouver sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes d'écoute, YouTube aussi, et sur le site futurchienguide.fr. Et puis, je peux déjà annoncer que j'ai été contactée par la distribution du film « Elle entend pas la moto » de Dominique Fischbach pour assister à une projection presse la semaine prochaine. Donc, on entendra encore parler de surdité dans ce podcast. Donc, le sujet n'est pas clos, à suivre. Handicap et cinéma est une production Planète Projet. Merci à tous mes partenaires Podcastix, mon hébergeur, Mistral Social Club et de Podcast Factory.org qui m'ont prêté et donné du matériel d'enregistrement et formé au montage.
DPK Prod qui m'a offert un 3e micro, Lesdac pour l'identité visuelle et Charles Michel qui a composé la musique. L'ANM Chien Guide a sponsorisé un épisode ainsi que Greta Unstarks qui vient de rejoindre l'aventure. Le podcast recherche de nouveaux partenaires financiers et si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter sur LinkedIn ou Instagram ou bien encore sur mon site. Tous ces contacts sont bien sûr mentionnés dans la description de l'épisode. Retrouvez-y également toutes les ressources citées ainsi que la transcription complète de l'épisode. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, partagez-le autour de vous. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'accessibilité et d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?